Alors imagine si ton prochain investissement, c'était non pas un petit studio, un petit appartement, mais carrément un immeuble entier dans lequel il y aurait 4, 5, 6 appartements. Alors je sais, dit comme ça peut te paraître un peu fou, mais moi quand j'ai acheté mon premier immeuble, mais ma vie elle a complètement changé. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé en quelques mois à pouvoir remplacer mon salaire et à l'âge de 28 ans, je pouvais quitter le salariat. Et ça a fonctionné pour moi, mais pas que, ça a également fonctionné pour d'autres personnes que j'ai pu accompagner, qui ont suivi la même stratégie, qui ont investi dans des immeubles aussi. Et ces personnes-là aujourd'hui se retrouvent indépendants financièrement. Et donc si toi aujourd'hui, tu aimerais atteindre ton indépendance financière grâce à l'immobilier, non pas en attendant 10, 15, 20 ans, l'investissement dans un immeuble de rapport est clairement la meilleure stratégie pour toi. Et peut-être que tu te poses la question, mais pourquoi un immeuble et pas juste faire plusieurs appartements? Mais en fait, le fait d'acheter un immeuble, c'est un peu comme quand tu vas pêcher et que tu vas avec un filet, tu ramasses un paquet de poissons en une fois, alors que tu as 99% des autres investisseurs, eux, ils se retrouvent à devoir pêcher un petit peu à la ligne et ramener les poissons un à un. Donc, si toi, tu n'as pas de temps à perdre, tu te dis, mais non, moi, je ne suis pas là pour attendre 10, 15, 20 ans, les immeubles, c'est ce qu'il te faut. Mais pour pouvoir investir dans un immeuble, il faut respecter certains éléments et c'est pour ça que justement je te fais cette vidéo pour te partager les 5 leviers essentiels pour pouvoir réussir ton investissement dans un immeuble rentable. Alors, le premier élément qui se passe quand tu veux investir dans un immeuble, et c'est une erreur que je vois souvent les personnes qui débutent faire, c'est qu'ils vont simplement sur le bon coin en se disant, OK, je vais taper appartement et puis je vais voir qu'est-ce qui sort et ensuite je vais pouvoir sûrement trouver une bonne affaire. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. En gros, des fois, j'ai même des personnes qui me disent, oui, Candy, j'ai vu que tu disais que c'était indispensable d'aller chercher des projets à au moins 15% de rentable. Quand j'ai contacté l'agent immobilier en lui disant je veux un projet à 15% de rentable, il m'a rigolonné. Ben oui, c'est normal parce que tu ne vas pas trouver des projets comme ça dans la nature. Il faut vraiment que tu apprennes à chercher ou en tout cas à identifier ces projets-là. Et pour identifier ces projets, il faut déjà aller dans la bonne zone. Et en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est utiliser ce que j'appelle le triangle des 3 P. Donc déjà, trouver la position géographique adéquate, c'est-à-dire une position géographique stratégique. Ensuite, trouver un bien avec un potentiel locatif important. Et troisièmement, avec un prix très faible. En gros, tu as les 3 P, potentiel locatif, position géographique et le prix. Si tu as les trois éléments-là, tu as un peu en fait, tu trouves le jackpot, hein, parce que c'est vraiment quand tu as ces trois éléments-là que tu vas pouvoir réaliser des opérations rentables. Moi, j'ai une de mes clientes que j'ai accompagnée qui a acheté un immeuble, c'était une maison initialement, qu'elle a transformé en immeuble, dans lequel elle a créé 6 logements. Elle s'appelait Christelle. Et du coup, cet immeuble aujourd'hui lui rapporte 6 000 € par mois, alors que son immeuble lui a coûté à peine 200 000 €. Tu vois, donc ça veut dire que pour le prix d'un appartement qu'elle aurait pu payer en région parisienne, parce que c'est vrai que quand tu te lances dans l'immobilier, on va souvent te parler de oui, il faut investir à Paris, à Bordeaux, à Lyon, à Toulouse, etc., les grosses villes. Mais le problème qu'on ne te dit pas, c'est que dans ces grosses villes-là, tu as beaucoup d'investisseurs et du coup, tu te retrouves un peu comme dans un océan rouge et c'est très compliqué de trouver des opérations rentables. Et c'est pour ça que les investisseurs ne trouvent pas d'opérations intéressantes. Donc toi, ce que tu veux faire en tant qu'investisseur malin, c'est de te positionner sur des secteurs où il n'y a pas beaucoup de concurrence, où les investisseurs ne sont pas encore là. En fait, l'idée, c'est d'avoir des secteurs où le potentiel locatif est là, mais où le prix n'a pas encore atteint ce niveau par rapport au potentiel locatif. Et une fois que tu as réussi à détecter ces zones-là, là, tu peux vraiment te gaver, faire des belles opérations. Donc, je te dirais que le premier élément, c'est trouver le bon secteur. Maintenant, une fois que tu as trouvé le bon secteur, le deuxième point qui est super important, c'est de savoir identifier le potentiel du bien. Parce que comme je te disais tout à l'heure avec Christelle, c'est qu'elle a su voir, OK, ce bien-là, aujourd'hui, qui ne paye pas de mine, si j'arrive à le transformer, à créer 5, 6 logements dedans, je vais pouvoir en faire un mini-hôtel, entre guillemets, qui va me permettre de pouvoir générer un maximum de cash flow. Et toi, ce que tu veux, c'est réussir à détecter tout de suite le potentiel de bien. Il ne faut pas juste voir le bien dans son état actuel, parce qu'en général, les biens qui ont du potentiel, si tu les achètes déjà tout fini, ils vont te coûter un bras. C'est un peu comme quand tu vas, je sais pas, quand tu vas acheter des frites chez le restaurateur ou en tout cas dans un truc de fast food.
Ça va te coûter plus cher que si tu achetais tes patates et que tu faisais tes frites tout seul à la maison. Ben, c'est un peu le même principe, c'est que si la personne a déjà fait le travail pour toi, ça va te coûter plus cher. Donc, toi, si tu veux faire des bonnes opérations, il ne faut pas que tu aies peur des travaux. Il faut que tu aies justement cette vision pour te dire, OK, ce bien-là, si j'arrive à le transformer de telle ou telle manière, je vais pouvoir en créer 5, 6 ou je vais pouvoir l'optimiser de telle ou telle manière. Et des fois, le vendeur ou même l'agent immobilier qui te vend le bien n'a même pas vu le potentiel. Et c'est là que tu vas pouvoir faire des belles opérations parce que eux, ils te vendent le bien comme ça en mode, bon, ben, c'est un déchet que je te vends. Mais toi, tu arrives à voir que, là, il y a quelque chose d'intéressant à faire. Et c'est vraiment là que tu vas faire des opérations intéressantes. C'est réussir à voir ce que les autres ne voient pas pour pouvoir faire une belle opération rentable. Maintenant, une fois que tu as trouvé ce bien avec du potentiel, tu vas te dire, OK Candy, tu me parles de travaux et tout ça, ça va coûter cher. Alors, comme je te l'ai déjà dit, le but, c'est pas de faire des projets à 600 000 euros. Tu peux très bien faire un projet à 160, 180, 200 000 euros et faire une belle opération qui va pouvoir éventuellement même pouvoir remplacer ton salaire. Donc, ce n'est pas une question de montant, c'est une question de comment tu optimises l'effort financier que tu vas devoir faire. Mais effectivement, un projet d'immeuble, ça va te coûter entre 180, du moins entre 160, 10 et on va dire 250 000 euros pour un petit immeuble. Et là, effectivement, il faut pouvoir financer ça. Alors, très souvent, les gens, ils ont cette crainte de se dire comment je vais faire pour obtenir mon financement. Il faut que je mette 30 000, 40 000 euros d'apport, etc. Alors, moi, je te dirais que avec la multitude de personnes que j'ai pu accompagner, il n'y a pas de vérité générale. Celui qui te dit oui, j'ai une stratégie particulière pour obtenir le financement, il te raconte du flanc. Moi, j'ai vu tout et son contraire dans la partie financement. J'ai vu des personnes avec un profil sexy galérer pour leur financement. J'ai vu des personnes avec des profils pas si sexy obtenir leur financement assez facilement. Donc, moi, ce que j'ai conclu aujourd'hui, c'est qu'il faut, avoir un projet bien pensé. Donc ça, c'est une condition sine qua non. Mais ensuite, il faudra faire du volume. Ce que j'appelle faire du volume, c'est multiplier les contacts, aller voir plusieurs banques pour pouvoir présenter ton projet. Parce que tu peux très bien présenter ton projet à la banque A, elle ne va pas forcément adhérer parce qu'elle n'aime pas ton projet. Tu vas présenter à la banque B, etc. Mais c'est un jeu des grands nombres, c'est-à-dire celui qui frappera au maximum, un maximum de portes, ben, aura un maximum d'opportunités. Alors, on va te dire oui, non, c'est pas possible, etc. Nous, on le fait. C'est-à-dire que ça, c'est ce que je vois au quotidien avec les personnes que j'accompagne. Donc, crois-moi qu'il n'y a pas de technique miracle. Il faut simplement que tu aies un profil propre et un dossier béton que tu vas pouvoir présenter à un maximum de personnes. Et une fois que tu as ça, ben, normalement, tu vas pouvoir obtenir ton financement. Ceci dit, une fois que tu as obtenu ton financement, je te dirais que tu as fait le plus dur. C'est vraiment pour moi la partie la plus compliquée du projet. Tu pourras même voir ou sur des autres vidéos de ma chaîne YouTube, personnes que j'ai pu accompagner, tu verras que souvent, le point de blocage ou en tout cas le point le plus difficile qu'ils ont rencontré, c'est très souvent la partie du financement. Donc une fois que tu as passé ça, je te dirais que le reste, ça devient de la littérature. Il faut juste faire attention, mais ça devrait bien se passer. Ça nous amène justement au quatrième point, qui est de savoir, maintenant que tu as trouvé le bien, que tu as trouvé le financement, comment faire pour optimiser le bien pour que ça puisse te générer un maximum de cash. Et cette partie-là, c'est la partie travaux. Alors, pour pouvoir réussir tes travaux, il y a plusieurs éléments à prendre en considération. Premier élément indispensable, c'est de bien choisir ton artisan. Si tu choisis un bras cassé, tu auras des travaux de bras cassés. Donc, choisis une bonne équipe pour pouvoir faire ton projet. Deuxième élément, c'est d'avoir des plans clairs de ton projet. Tu ne peux pas te permettre d'improviser sur un projet de 200 000 euros. C'est beaucoup trop d'argent. Se dire, ben ok, on va casser, on verra plus tard. Non, ça ne marche pas. Il faut que tu fasses tes projets, tes plans, que tu puisses savoir, ok, ben à tel endroit, il y aura la cuisine, à tel endroit, il y aura la salle de bain. Et en fait, le fait même de faire tes plans, ça te permet déjà de voir quelles sont les incohérences qu'il pourrait y avoir sur ton chantier et comme ça, tu peux directement les rectifier. Nous, avant de faire quoi que ce soit au niveau de la communauté des sprinters, c'est vrai que je ne t'ai pas parlé de ça, mais on a une communauté dans laquelle on aide les sprinters du moins les sprinters, c'est les personnes que j'accompagne à investir dans les immeubles. Ben, en fait, avant de faire quoi que ce soit,
on va faire des plans pour analyser les évacuations, les arrivées d'eau, l'éclairage, tous ces éléments pour voir est-ce que ça correspond à ce qu'on veut faire, est-ce que c'est OK. Si tout est OK, à ce moment-là, on va demander à l'artisan de chiffrer les plans qu'on a fait. Et s'il y a des rectifications au niveau de la partie technique, mais ça, c'est des choses que tu peux voir directement avec l'artisan une fois sur place. Troisième point, c'est de faire ton suivi de chantier. Ça, c'est indispensable, quelle que soit la personne que tu auras choisie ou comment tu auras prévu ton projet, il est indispensable de faire un bon suivi de chantier. C'est-à-dire que tu as choisi ton artisan, vous avez fait les plans et tout, tu n'es pas à l'abri que l'artisan mette un petit bras cassé sur ton chantier. Moi, je les appelle les bras cassés, c'est les mecs qui n'ont rien compris à ce qu'on devait faire et qui commencent à partir un peu en vrille. Si tu ne viens pas sur ton chantier, tu vas le remarquer une fois le projet terminé. Combien de fois on me dit, ouais, Candy, mince, j'ai pas de cap d'antenne, comment je fais? Mais frère, ça c'était depuis le moment où on était en train de mettre les rails et tout, avant de plaquer qu'il fallait le voir. C'est pas une fois que c'est terminé que tu te dis que tu n'as pas de cap d'antenne. Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo-là pour que tu saches directement, OK, ce qu'il ne faut pas que tu fasses pour ne pas te tromper sur ton projet. Ça, c'est vraiment une erreur de débutant. C'est de te dire, OK, j'ai pris un artisan qui est soi-disant professionnel, donc je lui fais confiance, donc je ne vais pas sur mon chantier. Grosse erreur. Tu as choisi un artisan qui tient la route, tu as fait des plans, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, il faut que tu sois régulièrement sur ton chantier. Ça, c'était le quatrième point. Et le cinquième point, pour avoir un immeuble rentable, c'est de choisir le bon mode de location. Au sein de la communauté des sprinters, nous, le mode de location qu'on préfère, c'est la location courte durée. Pourquoi? Tu me diras, c'est parce qu'on veut faire du cash. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais en tout cas, nous, l'objectif, c'est de vraiment générer un maximum de trésorerie. Donc, du coup, on privilégie la location courte durée. Mais si toi, aujourd'hui, tu te lances directement sur la location courte durée sans avoir mis en place des systèmes pour pouvoir automatiser la gestion de ce mode de location, tu vas te créer un nouveau job. Et souvent, quand tu vas parler de location courte durée aux personnes qui se sont lancées dans ce mode de location, ils vont se dire, oh là là, ils vont crier au loup en te disant, non, c'est trop chronophage, etc., etc. Et tout ça, c'est parce que ces gens-là n'ont pas les bons outils. Si tu as les bons outils, en fait, ça se fait tout seul. Tu vois, c'est comme si tu me disais, OK, faut faire Paris-New York à la nage. Je te dirais, oui, effectivement, c'est compliqué. Mais si tu me dis, OK, c'est en first class business et tout, en avion, ça se fait tranquille. Tu vois, c'est un peu la même chose, c'est de se dire, il faut que tu aies les bons outils, les bons systèmes en place pour que ton process puisse se passer correctement. Et nous, en fait, ce qu'on met en place, c'est tout un tas d'automatisation sur toute la partie communication, les accès, les check-in avec le client et tout ce qui ne peut pas être automatisé, notamment comme le ménage, mais là on va déléguer à des prestataires qui vont pouvoir intervenir une fois que le client sera parti pour pouvoir permettre au client suivant d'avoir des logements propres. Mais justement, je sais que la partie automatisation, c'est quelque chose qui peut être un peu compliqué pour certaines personnes. Si tu veux justement te lancer dans la location courte durée et ne pas avoir à te créer un nouveau job, je t'invite à regarder cette vidéo qui est juste là.